14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons laisser notre imaginaire érotique se développer à l'infini grâce à mon invité Arthur Vernon qui était avec nous. Et c'est vrai que déjà durant l'émission de mercredi, on a évoqué cet imaginaire érotique grâce à la sensualité. Et bien on va y revenir encore et encore. Et je suis sûre que les couples qui savent entretenir un univers imaginaire érotique n'ont jamais de soucis dans leur sexualité. Alors Arthur Vernon va nous dire comment on peut développer son imaginaire parce que justement Arthur Vernon depuis très longtemps œuvre tout particulièrement dans ce domaine. Il va nous raconter ses spectacles qu'il vous propose, mais on peut aussi lire des livres érotiques ou pornographiques ou même des histoires d'amour, on peut voir des films, on peut aussi écrire. Je trouve que ça développe bien tout ça. Bref, on va voir les nombreuses manières qu'il y a de développer son érotisme. On va voir ça ensemble, mais si vous avez un petit truc à proposer à ceux qui nous écoutent, venez nous le raconter, comment vous avez développé votre imaginaire érotique. Je suis sûre que ça intéressera tout le monde. Et comme ça, on fera une émission participative. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Arthur Vernon. Bonjour Brigitte. Alors vous savez qu'on va changer d'heure demain. Samedi soir, c'est l'heure de changer d'heure et à cette occasion, eh bien, nous avons le plaisir, Arthur et moi-même, d'offrir une Ice Watch à l'un de nos auditeurs, celui peut-être qui a le plus d'imaginaire érotique, une Ice Solar Power, n'est-ce pas, qui se recharge à l'énergie solaire. Donc si vous avez un faible pour quelqu'un, Arthur, vous pouvez éventuellement lui proposer cette montre. Alors Arthur Vernon, vous avez écrit, vous êtes scénariste et puis vous êtes également fondateur avec Flore Chéri, notamment du site mysweetfantasy.com et également de ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise. Alors d'abord, on va commencer par une question très personnelle. Votre imaginaire érotique, je suppose que vous l'avez travaillé et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller justement dans ce domaine ? Oui, alors c'est intéressant la question de savoir si on peut avoir ou non une influence sur son imaginaire érotique. Moi, je pense que la sexualité aujourd'hui est extrêmement diverse. Quand j'entends par sexualité, c'est en fait le moteur sexuel pour chaque individu. On a vraiment des goûts très, très différents. Ces goûts, soit on les connaît, soit en fait ils sont un peu gérés par l'inconscient et on se laisse un petit peu guider à tort et à raison par certaines pratiques ou certains goûts, et c'est là qu'il peut être intéressant de développer particulièrement un imaginaire érotique. Mais quand je dis développer, en réalité c'est souvent essayer de mieux se connaître soi-même, de voir qu'est-ce qui déjà m'excite, vers quoi j'ai envie d'aller. Et la grande question à laquelle je n'ai pas encore de réponse est de savoir dans quelle mesure on peut faire évoluer cet imaginaire érotique qui, à mon avis, a déjà été construit depuis l'enfance, l'adolescence, par plein d'expériences personnelles et qui vont continuer à évoluer tout au long de la vie. On va avoir plein de choses qui vont faire évoluer, mais assez inconsciemment, notre imaginaire érotique. Est-ce que dans quelle mesure on peut le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre ? Ça, c'est encore quelque chose d'expérimental et que j'invite chaque auditeur à tenter de son côté et de le faire. Et donc moi, à titre personnel, je pense que j'avais certainement un imaginaire qui était très orienté justement sur le spectacle, sur la vision, sur la pratique de la sexualité et sa représentation. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était très intéressant de le faire. Enfin, j'étais toujours frustré en réalité. J'avais une frustration que cette représentation de la sexualité soit réservée aux sites pornographiques avec des choses très bien dans les sites pornographiques, mais avec un certain nombre d'écueils qui sont notamment une visée purement masturbatoire qui fait qu'on enlève énormément de choses de très sympathiques autour de la sexualité. Et donc je trouvais très, très intéressant que la sexualité, même de façon explicite, puisse être représentée soit au cinéma, soit sur scène, et que ça soit quelque chose de normal, et que l'émotion érotique, ça c'est vraiment la chose qui pour moi me tient le plus à cœur, l'émotion érotique, l'excitation, soit un ressenti humain légitime, normal, sur lequel il n'y a pas de honte à avoir, et qu'on puisse se dire, tiens, je vais aller voir un spectacle érotique et je sais que l'objectif de ce spectacle c'est l'excitation et c'est très cool, comme quand je vais voir un one-man show, je vais rire, je vais voir un film d'horreur, je vais avoir peur, je vais voir un spectacle érotique, ça va m'exciter et c'est très cool.
Oui, sauf qu'on voit bien que malgré que la société se soit énormément libérée et qu'il y ait énormément d'art érotique, disons, pour utiliser un mot comme ça général, puisqu'on ne va pas parler uniquement de la pornographie, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont très bloqués dans leur imaginaire érotique. Et je crois que c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une grande différence suivant les individus. Il y a des individus qui, en effet, ont un imaginaire qui fonctionne bien et qui s'autorisent même à réaliser certains de leurs fantasmes. Et puis, il y en a qui sont vraiment très, très, très restés dans la chambre à coucher et faire des enfants. Quand on fait l'amour, c'est pour faire des enfants. Donc on voit bien qu'il y a chaque individu, mais là où vous avez raison, moi je crois qu'on peut le développer, mais faut-il encore oser, et pour ça on a besoin de support. Je pense que la pornographie a beaucoup aidé les gens à se libérer dans leur sexualité, mais vous avez beaucoup participé. Mais alors il y a une chose qui m'avait amusée, je sais pas, je me souviens plus comment s'appelait votre premier spectacle que j'étais venue voir. Rêverie d'une jeune fille amoureuse. Oui, et ça m'avait beaucoup amusée. Et d'ailleurs, j'étais venue le voir avec une amie aussi qui est sexothérapeute, Marie-Laure Peretti, si tu nous écoutes. Et alors, ça nous avait beaucoup surprise parce que vous aviez une imagination de ce qu'était la sexualité féminine qui, pour nous deux, était assez loin de la réalité. C'était assez rigolo. Mais au moins, il y avait plein d'ouvertures de ce que les femmes pouvaient avoir envie de faire sexuellement. C'était une fantasmagorie. Rêverie d'une jeune fille amoureuse, c'était dans la tête, on était dans le domaine de l'onirique érotique. N'est-ce pas? Alors, ces spectacles qui sont joués au Suite Paradise, donc à Paris, dans le 2e, 12 rue Marie-Histoire, finalement, là, on est réellement dans quelque chose qui peut exciter les gens et développer leur imaginaire. C'est l'objectif. Et alors, je vous rejoins totalement, c'est ce qu'on a dit au début, comme il y a un imaginaire érotique qui est très différent d'une personne à l'autre, on a essayé d'adapter également et de faire des spectacles justement différents en fonction de là où on en est aujourd'hui. Par exemple, on a un spectacle le jeudi soir qui s'appelle Meurtre à Sweet Paradise. C'est une comédie érotico-policière. Donc, comédie policière, voilà, on a les codes, on y va, et nous on va juste rajouter une petite touche d'érotisme. Donc ceux qui ne connaissent pas l'érotisme, allez-y tranquille, il n'y a aucun problème, c'est vraiment le spectacle, on peut y aller en famille, il n'y a pas de problème, il ne va pas se passer de choses très traumatisantes dans ce spectacle. On a un spectacle qui va un petit peu plus loin ensuite le vendredi qui s'appelle Sweet Paradise, un incroyable talent. Là c'est un casting où on va inviter les spectateurs aussi à participer. D'ailleurs, dans tous ces spectacles, on leur demande de choisir un bracelet bleu, ça veut dire vous êtes simple spectateur, ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. Bracelet jaune, vous allez un peu participer au spectacle, donc il va quand même y avoir une forme d'interaction. Et bracelet rouge, on est très à l'aise, on y va et on est prêt à donner de sa personne sur scène. Et là, depuis le mois de septembre, on a un nouveau spectacle qui s'appelle Red Game, qui est une parodie des séries télé en costume rouge, La Casa de Papel, Squid Game, La Servante écarlate, mais qui est surtout destiné aussi aux libertins. C'est-à-dire que là, lorsqu'on prend un bracelet rouge dans Red Game, il faut s'attendre à ce que ce soit quasiment sexuellement explicite sur scène. Exactement. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est le samedi. Mercredi et samedi soir. Le mercredi et le samedi soir, ouais. D'accord. Et donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont envie de revenir là, ces soirées-là. Voilà. Et puis souvent, les gens viennent, quand vraiment ils débutent, ils viennent avec un bracelet bleu, voire un bracelet jaune. Puis généralement, on les retrouve effectivement la fois d'après avec un bracelet rouge. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Et parallèlement à ça, vous avez également fondé avec Flore Chéri, donc mysweetfantasy.com, un site où les gens peuvent inscrire leurs fantasmes et vous essayez autant que possible de les réaliser. Et on en a souvent parlé déjà dans cette émission. Et là, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même une fantasmatique incroyable et tellement variée chez les humains, quoi. Oui, c'est ça. Alors là, c'est vrai que nous, là, sur ce site, on n'est pas en train vraiment de développer le fantasme puisqu'il existe déjà et qu'on reçoit l'email avec la description du fantasme. Et c'est vrai, oui, je vous rejoins, il y a souvent des fantasmes avec beaucoup d'imagination. Et j'imagine qu'on peut aller les lire, ces fantasmes-là, pour ceux qui nous écoutent, par exemple. Alors, oui et non. C'est-à-dire, effectivement, on communique un petit
petit peu sur certains d'entre eux, sur les réseaux. Maintenant, c'est vrai qu'on respecte aussi un petit peu l'anonymat des personnes. Donc, quand il y a des fantasmes vraiment très, très spécifiques. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait, en tout cas, de recueil, même anonymisé de. Oui, ce serait intéressant parce que ça peut donner des idées à ceux qui manquent de fantasmes, justement. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce que je voudrais dire quand même, pour un petit peu de précaution quand même, quand vous avez envie de découvrir votre imaginaire érotique, il faut vous inspirer de tout ce que vous pourriez vous inspirer. Et puis, il y a des choses qui vont vous faire peur. Là, c'est attention, on n'y va pas franco, bien que c'est parfois ce qui nous fait peur ou ce qui nous dégoûte qui va le plus nous exciter. Donc, c'est toute la complexité, évidemment, de la sexualité. Bien sûr, la peur est un petit moteur d'excitation et qu'on retrouve. Et donc voilà, il faut tenter des choses. Il faut tenter des choses dans un cadre safe, sécurisé. Et peut-être que le Sweet Paradise est peut-être un peu plus rassurant, par exemple, qu'un club libertin où on pousse les portes parfois du club pour la première fois en étant un peu en retenant son souffle, en disant mais que va-t-il se passer derrière ? Bon, là ça reste un spectacle. Ça reste un spectacle, donc avec les codes du spectacle, où on est assis sur son siège et personne va venir vous importuner, vous demander quoi que ce soit. Vous êtes dans le spectacle et vous avez vous-même décidé l'interaction avec les actrices. C'est le seul bar à fantasmes qui existe en France, il me semble. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Oui, c'est vrai. Alors, on dit bar à fantasmes parce que vous pouvez aussi simplement descendre au Sweet Paradise et parler avec nos hôtesses pour discuter de votre fantasme, et on peut déjà voir ce qu'on arrive à réaliser sur place. Et donc à la fois le concept du bar à fantasmes, mais aussi ce type de spectacles qui sont interactifs, immersifs et érotiques, voire un peu libertins, je pense sont dans les deux cas des concepts uniques qu'on a essayé de développer depuis un an. Et ça marche bien, évidemment. Et tant mieux. Arthur Vernon est avec nous, donc venez fantasmer, ou venez raconter votre imaginaire érotique au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Christophe, justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous développons votre imaginaire érotique pour que vous passiez tous un excellent week-end. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Christophe. Bonjour. Moi, mon imaginaire érotique, on va dire, je l'ai entretenu quand j'étais plus jeune en achetant des mensuels érotiques, on va dire. Ouais. Ça fait que chaque mois, j'avais des nouvelles à lire, ça s'entretient bien. Et après, j'ai une petite anecdote qui s'est passée. Un jour, je parlais avec mon frère, il y avait son copain et ma femme, au début des années 2000, on va dire. Et il y avait un salon d'érotisme qui passait pas loin de chez nous, on va dire. Et là, mon petit frère dit à son copain, oui, ça te dirait qu'on aille au salon d'érotisme ? Son copain fait, mais non, c'est pas intéressant, c'est des défilés de lingerie, il n'y a rien d'intéressant, mon père me l'a dit, je te promets, il n'y a rien d'intéressant. Et ma femme, elle entend ça, elle dit, ah, mais s'il y a de la lingerie, je veux bien qu'on y aille. Et du coup, on s'est retrouvés au salon d'érotisme en pensant voir des défilés de lingerie, des trucs. Et effectivement, il y avait de la lingerie, mais pas en défilé. Et c'était pas. Il y avait des ventes de lingerie, oui. Et puis il y avait des scènes plutôt pornographiques. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai toujours apprécié le terme salon érotique parce qu'en fait, c'est plutôt des salles. Oui. Et c'était au début des années 2000, alors peut-être maintenant ça a changé, j'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup, d'accord. il me semble. En fait, si, il y en a toujours qui tournent, mais avec une publicité un peu plus locale. Donc c'est vrai que fut un temps, les publicités beaucoup plus visibles, c'était sur les bus, donc on en entendait vraiment beaucoup plus parler. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, ça continue d'exister, ça tourne en province notamment, et il y en a parfois encore quelques-uns à Paris, mais c'est épisodique, ça va, ça vient. Ouais, en fait, et le concept a très peu changé par rapport à il y a 20 ans. D'accord. Parce que sur le moment, ça nous avait. En fait, on était rentré dans l'idée de voir des trucs érotiques entre guillemets, voilà. Et il y avait carrément des striptease qui allaient vraiment loin, quoi. Et ça, sur le moment, on s'y attendait pas, quoi. Et vous avez été choqué ou pas Personnellement, choqué, je ne dirais pas, inattendu, on va dire. Et votre femme Et ma femme, après, oui, on était là, on a fait le tour du salon. Mais voilà, après, ma femme, oui, ça lui a plu, sans plus. Mais ce qui nous a le plus choqué, c'est que le striptease allait si loin, en fait. Oui, parce que c'est... On pensait que ça resterait dans l'érotisme. Mais c'est des actrices... Ça a un peu gâché le... Oui. Pour nous, hein, peut-être qu'il y a des gens qui venaient
Et comme ça s'appelait érotique, on s'est dit voilà. Mais c'est vrai que voilà. C'est des actrices de films porno qui sont là ça, et qui font leur show, tout simplement. Oui, non, mais oui. Mais quand on n'est pas au courant, en fait, on était parti avec les mauvaises informations. Tout ça, c'est parce que le père d'un collègue voulait pas que son fils y aille. Il lui avait dit c'est que des défilés de lingerie. Et du coup, lui, il a dit c'est que des défilés de lingerie, j'y vais pas, quoi. Sauf que votre femme, elle s'est dit chic. Voilà, c'est ça. Mais vous auriez pu lui acheter de la lingerie. Il y a de la lingerie coquille. On a fait des emplettes. Ah, quand même. On n'est pas reparti bredouille. Oui. Mais oui. Non, mais c'est vrai que ces lieux sont intéressants. Le problème, c'est que pour avoir une ambiance un petit peu érotique, c'est difficile quand on est dans un très très grand hangar, un très grand hall, qui sont les lieux d'installation de ce type de salon, comme de la plupart d'ailleurs des salons. Donc c'est vrai que créer une ambiance intimiste dans ce cadre n'est pas forcément évident. Et puis ensuite, vous imaginez s'il s'était appelé le salon de la pornographie, ça devenait très vite quelque chose de pas très fréquentable et recommandable. Donc c'était plus sympathique de l'habiller sous le nom d'érotisme, même si ça ne l'était que moyennement. Oui, c'est pas possible de faire de la pub sans doute avec le mot pornographique. En tout cas, ce que je trouve intéressant quand même dans ces salons, c'est de voir le public très jeune. Moi, j'ai toujours été surprise du nombre de gens qui viennent, en plus en couple. Et ça, c'est quand même nouveau. Il y a 40 ans, ça aurait été impensable. Donc ça montre. Très jeune, oui. Oui, c'est très jeune. Le public qui est dans ces salons est très très jeune. Oui, il y a moins de publicité, mais ils existent encore. Ouais. On était très jeunes, oui, je confirme, on est à peine la vingtaine, même pas, ouais. Voilà. Et c'est tout. Après, voilà, mon imaginaire, il était surtout développé par rapport, on va dire, à ces magazines érotiques et qui développent l'imaginaire, qui avait beaucoup d'écrits, pas de photos. Oui, mais ça c'est quand vous étiez jeune. Et depuis, est-ce que vous l'entretenez, votre imaginaire, ou bien est-ce qu'il est suffisamment nourri ? Je pense qu'il est assez nourri parce que on a des rapports fréquents, on va dire. Ça fait et je veux dire, on s'ennuie pas. Je veux dire, on a peut-être eu une passage de petites routines, mais on a su la surmonter avec d'autres. Oui, qui est-ce qui surprend l'autre dans le couple? Qui est-ce qui surprend l'autre le plus? On va dire que, la plupart du temps, j'essaye de la surprendre, mais je veux dire, une fois par trimestre, c'est plutôt elle qui va me surprendre. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle fait alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me propose de venir dans le bain, elle met des petites lumières tamisées, j'ai droit à des tenues sexy, on va dire. Que habituellement c'est des tenues normales, voilà. Mais et le fait que ça soit pas tout le temps, je pense que c'est mieux que bien sûr, parce que là, quand tout d'un coup elle surgit avec une tenue sexy, vous savez que c'est le grand jeu. Je sais que il va falloir que j'assure pour la soirée, quoi. Oui. Voilà, oui. C'est le pic d'hormones et il faut en profiter. Et l'aspect surprise joue beaucoup. Oui, c'est tout à fait ça. Bravo. Mais l'aspect surprise joue beaucoup également dans l'excitation et dans l'érotisme. Et donc cette surprise, elle s'oppose évidemment à l'aspect routinier que vous avez aussi évoqué. Donc c'est vrai que c'est toujours bien d'entretenir un imaginaire érotique pour essayer de trouver quelque chose de surprenant. Mais ce qui n'est pas évident avec le temps qui passe. Puisqu'elle aime la surprise, pourquoi vous surgiriez pas un jour avec un string en panthère? Ça serait peut-être pas le string en panthère, je pense plutôt la tenue de pompier. Pourquoi pas, oui. Avec un pantalon face à l'air, oui, ça me paraît bien ça. Ouais. Parce que parfois, pour les hommes, il y a une limite ténue entre ce qui pourrait potentiellement être excitant pour la femme et ce qui va être drôle. Et le risque parfois du string, c'est qu'on bascule dans le côté comique plutôt que dans le côté excitant. Alors que le pompier est souvent une valeur sûre pour le coup. Je suis assez d'accord, mais faut savoir quand même que c'est les fesses des hommes qui excitent beaucoup les femmes. Donc vous baladez avec un peu les fesses à l'air, ça peut être un... Essayez, Christophe. Oui, on va s'organiser ça. N'est-ce pas? Alors moi j'ai reçu le catalogue des pompiers là, franchement ils sont beaux les mecs, hein.
Ah oui, mais ça, il y a un fantasme. Alors, on parle de fantasme. Il y a un fantasme sur les pompiers. Ça, nous, on l'entend aussi. Oui, on nous oui, demande oui. parfois, d'ailleurs, et on veut telle et telle personne en tenue de pompier. Ça fait partie du cahier des charges de certaines personnes. Je crois que c'est la symbolique du feu, hein. Il me semble. Hein. Enfin, Oui, je crois qu'il y a le concept de l'uniforme. Et après, c'est vrai que... le concept de l'uniforme, ça c'est qui sûr. joue aussi, oui. Et alors après, le sauveur, je pense que l'histoire du sauveur, c'est quelque chose de très, très fantasmatique. N'est-ce pas? Bon, merci Christophe, en tout cas, d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup pour cette anecdote. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Philippe Breneau dans un instant qui va nous parler d'Octobre Rose. Mais évidemment, je lui poserai la question de l'imaginaire érotique parce que quand même, il en sait des choses sur tout ça, Philippe Breneau. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Arthur Vernon, on retrouve Philippe Breneau. Philippe Breneau, vous êtes à la fois... je sais plus, psychiatre, anthropologue, sexologue, auteur de nombreux ouvrages également, dans lesquels vous faites aussi preuve d'imaginaire. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur notre imaginaire? Est-ce qu'on le développe? Est-ce qu'on peut le nourrir? Ou est-ce qu'il est plus ou moins inné en fonction de notre propre... Certainement pas inné, mais non, je pense qu'on le développe. Ça a à voir avec la vie personnelle. Et moi, je dirais plutôt, il est quand même organisé par nos inhibitions. Parce que il y a et beaucoup des auditrices et des auditeurs qui peuvent se dire tiens, j'ai des fantasmes, mais il y a beaucoup d'hommes notamment qui ont très peu de fantasmes. Alors ça a été montré, et notamment que les fantasmes des hommes et des femmes sont souvent assez différents. Notamment, moi je me souviens avoir fait un gros travail sur 2500 hommes, 3400 femmes en posant ce type de questions. Les fantasmes féminins sont d'ordre onirique, quelquefois, et vous le voyez bien dans les recueils que vous faites, très souvent ils peuvent être extraordinaires au point de ne pas pouvoir être réalisés. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont très symboliques. La majorité des fantasmes masculins sont réalisables, que ce soit l'amour dans l'ascenseur et ainsi de suite. Enfin, quand c'est avec deux femmes, c'est pas toujours réalisable. Hein. Oui, bien Disons sûr. que c'est plus réalisable qu'avec une pieuvre dans l'espace. C'est sûr. Là, on est dans les mangas et dans de l'imaginaire. Oui, alors après, je ne suis pas un spécialiste des fantasmes, mais je crois que d'abord ça s'entretient, et puis je crois que ça s'apprend dans un couple. Il faut aussi que les deux puissent se jouer avec ces fantasmes. Il y a des couples qui travaillent très peu sur les fantasmes. Moi, j'ai beaucoup de couples que j'ai interrogés sur les fantasmes, ils disent on n'en a pas, on fait bien l'amour, mais ça les intéresse moins. Et puis, il y en a qui les ont découverts et qui les ont cultivés. Et souvent, c'est l'un des deux qui va l'amener, je dirais c'est majoritairement une femme, qui va amener une source de fantasme ou plutôt de désir de sa part. Et alors si elle est suivie, eh bien, effectivement ça va s'alimenter. Mais quelquefois ça va être un peu freiné parce que le partenaire n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Évidemment. Alors, on revient à votre chronique. Philippe Breneau, vous allez nous parler évidemment d'Octobre Rose. C'est bientôt la fin du mois d'octobre, mais c'est vrai qu'on est encore dans ce mois d'Octobre Rose. Mais oui, Brigitte. Et avant de faire cette chronique, je voudrais dire bonjour à un auditeur parce qu'il écoute tous les jours votre émission. Et alors c'est très marrant, je dis bonjour à Eric puisque samedi dernier j'étais dans une réunion dont j'avais parlé ici, c'est-à-dire cet après-midi du couple à Tarbes. Et dans cet après-midi du couple à Tarbes où donc des gens de la ville venaient débattre, parler du couple, eh bien est arrivé Eric, tout à fait sympathique, qui disait j'écoute tous les jours l'émission de Brigitte sur mon tracteur, et c'est sur mon tracteur que j'ai entendu cela. Alors j'ai appelé mon amie Evelyne à Bordeaux qui est venue, et ils sont venus tous les deux à cet après-midi du couple. Alors bonjour Eric, et continuez à écouter et Brigitte bonjour sur votre à tracteur. tous les agriculteurs, Voilà. Absolument, C'est formidable. qui font un magnifique métier. Moi qui adore la nature, je les embrasse. Voilà. Et bien sûr. Alors, Octobre Rose, Brigitte, octobre se termine. Depuis quelques années, alors c'est partout en France, beaucoup d'initiatives sur ce mois de sensibilisation au cancer du sein, parce que quand il est dépisté très tôt, effectivement, on le guérit. Et en cela, il y a des procédés aujourd'hui. C'est un mécanisme, c'est une fête américaine, enfin une fête si on veut, la National Breast Cancer Awareness.
c'est le mois national du cancer anglo-saxon. Ça existe depuis 1985, donc c'est assez ancien. Et j'ai fait cette réflexion près de Paris, à Montrouge, qui avait décrété, le maire de Montrouge a décrété sa ville rose pendant ce mois-là. Et je leur ai fait une réflexion sur la vraie nature du sein. Brigitte, alors je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que le sein ? Comme toujours, vous savez, je vais venir sur devenir anthropologue et m'interroger à nos origines. Brigitte, une question très importante. Les primates, les chimpanzés ont-ils des seins ? Les femelles des primates. Ils ont des mamelles, on va dire. Mais oui, mais est-ce qu'elles ont des seins ? Non. C'est difficile à dire. Eh ben non. Ben vous avez raison. C'est-à-dire que les femelles des mammifères, en tout cas notamment les plus proches de nous, ont une sorte de poche de lait. Et d'ailleurs, vous la voyez, elle est pendante, qui est le long de la poitrine, parce qu'elle n'a qu'une fonction, c'est une fonction lactifère, nutritive. Et cette poche, alors j'ai vu aussi des photos, par exemple, d'une femelle chimpanzé qui allaite, effectivement, la poche est totalement gonflée, comme une poitrine féminine. Mais le reste du temps, c'est une poche qui est vide. Donc, on peut s'interroger, puisqu'elles vont avoir cette fonction. Par exemple, chez chimpanzés, c'est pendant 4 à 5 ans que dure l'allaitement. On fait le sevrage se fait un petit peu tard. Chez orang-outan, notre cousin asiatique, c'est beaucoup plus tard, c'est 8 ans. Donc, vous voyez que cette néoténie là chez les jeunes est assez longue. Et qu'est-ce qui va se passer chez les humains ? Alors, il y a 2 phénomènes qui vont apparaître. Un, les seins dont on va parler, mais les fesses apparaissent. Tout à l'heure, Brigitte, vous parliez des fesses. Alors, comment sont apparus les fesses et les seins ? Alors que, on pourrait dire, les singes n'ont ni fesses ni seins. Ils n'ont pas de fesses au sens, vous allez le voir, de ce qu'on appelle les fesses chez les humains. Les fesses correspondent au développement du grand fessier, qui est le muscle le plus grand du puissant du corps humain, qui est tout simplement l'adaptation à la course. C'est-à-dire qu'en définitive, plus on court, et il n'y a qu'à voir les athlètes, les sportifs ont des fesses magnifiques. Absolument. Qui sont d'une fermeté terrible, fantasmant, tout à fait. C'est l'adaptation à la marche. Et comment a pu apparaître il y a une paire de fesses, mais il y a une paire de seins. Alors, on pourrait l'expliquer comme ceci. La copulation dans la très grande majorité des mammifères se fait de façon postérieure, même chez les grands singes, même s'il y a quelques... En levrette. Copulation, ça se fait comme en levrette, effectivement. Pourquoi est-ce que ça se fait comme ça ? C'est parce que, en définitive, le canal vaginal est orienté vers l'arrière, avec surtout un signal très particulier. C'est-à-dire c'est la période des chaleurs et l'orifice vaginal est extrêmement gonflé. Chez chimpanzé, la femelle qui est en chaleur, en œstrus pendant une dizaine de jours, ne peut même pas s'asseoir. Elle a des énormes callosités. Ça sert à quoi ? D'abord, c'est l'expression des hormones. C'est uniquement là que les mâles ont une érection. Parce que voyant cette espèce de ce gonflement, il va être en érection, il peut pénétrer, et c'est là que va se faire la copulation. Donc il est pas impossible que là on a des éléments sur le caractère atavique, c'est-à-dire que cette position postérieure est quelque chose qui est un signal d'excitation pour les mâles et qui est vraisemblablement resté dans notre tête de façon atavique, c'est possible. Mais la deuxième chose, c'est que ça s'est mêlé avec ce signal fesse postérieure. Et on sait très bien que le signal des fesses, tant pour les femmes que pour les hommes, c'est le signal le plus important au niveau de l'excitation. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est redressé, la stature est verticale, en même temps le canal vaginal va se positionner vers l'avant, bascule vers l'avant, et l'accouplement ça va se faire majoritairement en face à face. Eh bien, il va falloir un signal sur le devant du corps. Et c'est le grand éthologue Desmond Morris,
le directeur du zoo de Londres qui l'avait expliqué dans son singe nu, Desmond Morris a dit les seins sont en quelque sorte des fesses par le devant. Mais c'est très vrai. Vous voyez par exemple certains photographes qui ont fait de très près des photos de fesses ou des photos de seins, on ne voit pas, on peut ne pas voir la différence. Donc d'une certaine façon, les seins vont avoir une nouvelle fonction. Et là on voit apparaître ces seins avec une fonction lactifère, une fonction érotique. Pour certaines femmes, voulant par exemple préserver la qualité de leur poitrine, elles désirent ne pas allaiter, c'est un choix, et elles ne vont avoir qu'une seule fonction, cette fonction érotique. Mais on l'oublie tout le temps. C'est vrai qu'on pense presque tout le temps que les seins sont quelque chose de nutritif. Et je voulais en parler, bon peut-être pas ici, Brigitte. Non, pas ici, je crois pas. Mais ça se dit très souvent. Et non, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a des femmes qui, à partir du moment où elles ont allaité, ne supportent plus qu'on leur touche les seins. C'est très vrai. Parce que c'est devenu en effet une fonction nutritive. Mais je voulais surtout insister parce que dans cet octobre rose, où on parlait de la prévention du cancer du sein qui est si fréquent, dans le caractère souvent délétère de la chirurgie, de la radiothérapie, de la reconstruction, moi je lance un appel à ne pas oublier la fonction érotique. Parce que bien sûr, souvent d'ailleurs, la fonction lactifère sera dépassée, les seins vont pas servir à cela. Mais par contre, dans la reconstruction aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires. Dans les tatouages, dans le fait de reconstruire une poitrine qui est tout à fait érotique. Et aujourd'hui, on a une partie de la sexologie, qui est de l'oncosexologie, qui travaille pour essayer d'accompagner tout ce qu'on fait au niveau de la cancérologie, et notamment là dans la restitution du sein, notamment de ramener la sensualité par des effleurages, des massages, retrouver la sensualité, c'est-à-dire n'oublions pas, et c'est un appel que je lance, la fonction érotique même quand c'est dramatique. Cette fonction érotique va permettre de revivre. La chirurgie va sauver, la médecine va sauver de ce cancer qu'on guérit bien maintenant, mais il faut retrouver une fonction érotique et les couples peuvent continuer leur vie amoureuse, sexuelle, érotique. Voilà, même s'il y a évidemment un moment un peu difficile et un temps à respecter dans le couple. Merci beaucoup Philippe Bruneau de cet éclairage, et c'est vrai qu'on en avait fait une émission spéciale Octobre Rose où on avait entendu des femmes qui avaient le cancer du sein. C'était une émission très émouvante. Merci beaucoup. Peut-être une petite question à Philippe Bruneau, justement. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Évidemment, j'aime beaucoup l'anthropologie, donc je trouve que c'est vraiment un récit là très, très intéressant sur cette explication du développement de la fonction érotique de la poitrine. Mais est-ce qu'on pourrait donc en déduire que si on revient sur la comparaison avec les fesses, où on dit que les fesses, il y a un attrait un peu réciproque en fait des deux sexes, puisque les deux sexes ont des fesses, même si évidemment dans le cadre de la copulation entre guillemets par derrière, c'est surtout l'homme qui voit les fesses de la femme. Mais est-ce que donc dans ces conditions on est toujours sur une excitation visuelle du corps féminin avec la poitrine par l'homme, et on n'a pas eu donc de réciproque, c'est-à-dire qu'en gros on est dans une modalité où l'excitation masculine se fait davantage par le visuel, mais qu'il n'y a pas eu besoin d'un développement anatomique particulier pour qu'il y ait un effet miroir et une excitation sur... nous on jouit par l'oreille. Oui, exactement. C'est très vrai que l'excitation masculine est très dirigée par la vision. L'excitation féminine est multi. Moi, j'aime bien le mot de Lucie Rigaray. La femme a des sexes un peu partout. Elle jouit d'un peu partout. Et en définitive, c'est beaucoup moins focalisé. Mais c'est toujours pareil. Moi, ce que j'aime bien dans l'anthropologie, c'est qu'on revient toujours aux singes ou même aux mammifères. Et finalement, quand on regarde la sexualité des mammifères, c'est la femelle qui va exciter le mâle par sa vulve. Chez les chevaux, par exemple, c'est très très impressionnant. Elles envoient des jets d'urine quand elles sont prêtes à être fécondées. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met du rouge à lèvres. Je veux dire... Il vaut mieux le rouge à lèvres que le jet d'urine. Alors, par rapport à certains de nos clients, c'est pas totalement sûr. Ils sont minoritaires. Quoi qu'il semblerait qu'on dégage une odeur presque perceptible lorsqu'on est en ovulation. Mais bon, on masque ça par des parfums maintenant.
Non mais c'est vraiment très intéressant, et par rapport même aux commentaires liminaires que vous avez fait en indiquant justement sur les fantasmes qu'il y avait une beaucoup plus grande multitude de fantasmes chez les femmes par rapport aux hommes, on en revient exactement à cette explication qui fait que l'homme a peut-être moins besoin... Vous êtes des bourrins. Mais il y a moins de besoin, mais je vais paraphraser une petite phrase complètement hors de propos du président Macron, mais c'est la question de l'abondance en réalité. Pour l'instant, pour les femmes, ce n'est pas la fin de l'abondance. En réalité, les femmes ont une abondance d'hommes à disposition, ce qui n'est pas réciproque. Mais pas d'ovaires. Ouais. Et vous avez une abondance de spermatozoïdes. Exactement. Mais oui. Et donc, la réalité, c'est que la femme, elle a pléthore d'hommes sur lesquels elle doit choisir. Et donc, en fait, c'est elle qui va créer son propre imaginaire érotique pour ensuite pouvoir choisir parmi la pléthore d'hommes celle qui va correspondre. Mais ça, c'est vrai pour les femmes qui sont libérées sexuellement, mais qui sont la minorité. C'est ça le problème. Et pourtant, on y travaille, hein, oui, nous, à les libérer. Les femmes. Mais inconsciemment, dans la réalité, et même si les femmes ne s'en rendent pas compte, ce qui est un truc incroyable, dans la réalité, les femmes ont le pouvoir. Ce sont les femmes qui, en réalité, peuvent beaucoup plus facilement choisir leurs partenaires que les hommes. Alors, je mettrais quand même un bémol important, Arthur Vernon, c'est que c'est vrai pour des femmes qui sont relativement jeunes, mais c'est plus vrai du tout pour les femmes qui ont passé 50 ans, parce que les hommes, généralement, sont plus attirés par les femmes qui sont encore fécondables. Et d'ailleurs, et donc, on voit bien que c'est pas si vrai que ça. Et d'ailleurs, il y a une multiplicité de formats de la poitrine. Il y a même des femmes non érotisées qui ont des poitrines totalement plates. On le voit dans des populations traditionnelles qui ne sont pas du tout dans cette dimension et où il y a une seule fonction. Donc, mais il y a beaucoup de réflexions là que vous avez évoquées, notamment le fait que le signal semble identique des deux côtés alors qu'il n'y avait pas le même appel, et là c'est pas résolu. Hein, c'est des pistes de réflexion en tout cas. Eh bien, on en a encore à apprendre et à dire. Merci en tout cas beaucoup Philippe Braunau. Avec et je plaisir. rappelle que vous pouvez vous procurer la bande dessinée L'incroyable histoire du sexe qui est formidable, et c'est une nouvelle édition intégrale et augmentée aux éditions Les Arènes. Allez, on fait une petite pause et puis on va retrouver Sophie pour les questions intimes avec un peu de retard. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Arthur Vernon est avec nous. Nous évoquons les fantasmes, l'imaginaire érotique. Sophie, 3 questions et vous pourrez en poser une à Arthur Vernon. Alors, c'était passionnant cet échange avec Philippe Braunau. Sophie, justement, vous préférez vos fesses ou vos seins ? Alors, bonjour Brigitte et bonjour Arthur. Bonjour. Les deux, avec une préférence pour mes fesses. Mm-hmm. Et chose que j'ai constatée être vraie par rapport à mes vos compagnons. soupirants, n'est-ce pas Et mes soupirants, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les mettre en valeur, vos fesses ? J'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit d'extra. Je sais pas, c'est la forme, mais pourtant il n'est pas hyper proéminent. Mais vous avez peut-être une belle cambrure, non ? Oui, il y a de ça. Oui. Hein, c'est la cambrure qui fait ressortir les fesses. Voilà. Très bien. Deuxième question, est-ce que vous avez quel serait votre fantasme comme ça, si je vous pose la question de but en blanc ? Alors, de but en blanc, j'ai pas vraiment un fantasme qui me turlupine. Par contre, ce qui me ferait plaisir, ça serait de faire l'amour dans une matière comme de la ouate, mais sans les fibres, vous voyez. C'est un fantasme. Comme du nuage, ou voilà. Ouais. Et du coup, en même temps que les sensations de mon partenaire, je serais dans cette matière toute légère et douce. D'accord. C'est une excellente idée, et c'est vrai que ça renforce ainsi l'aspect sensuel de la relation, donc très intéressant. Oui. Mm-hmm. Oui. Et alors, dernière question pour ma petite enquête que je mène depuis quelque temps, quelle serait pour vous la durée idéale du coït ? Entre 8 minutes à quart d'heure pour le coït seul. Très bien. On est dans les temps. En plusieurs fois. Oui, on est dans les temps. En plusieurs fois, c'est-à-dire ? Faut recommencer. Ah oui, d'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Arthur Vernon, il vous écoute, allez-y. Oui, Arthur, alors, du coup, je suis allée voir un petit peu le site de votre établissement. Et parce que je ne les ai jamais fréquentés, et je me demandais si vous receviez d'autres intervenants à part des danseuses, stripteaseurs et autres.
D'autres intervenants sur scène ou Pour dans le... animer ou, je ne sais pas, présenter. Est-ce que vous faites des soirées à thème Oui, c'est une très bonne question. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des spectacles, mais on communique alors davantage sur une page Facebook ou sur Instagram, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus incontournables sur la communication. Donc sur ces pages-là, on peut communiquer sur des événements spéciaux. Donc là, par exemple, on est en pleine période Halloween, donc il y a une décoration très spéciale autour d'Halloween. Donc on fait un sweet trick en ce moment. Et parfois, oui, il y a des événements originaux comme des dégustations de vin, les yeux bandés avec une lecture érotique ou des expositions. Donc on essaye de faire on a un petit laboratoire en fait en matière d'érotisme et de sexualité. Et donc on profite du lieu pour faire ponctuellement des événements un petit peu différents. Alors c'est plus dur à communiquer. Donc c'est pour ça que j'invite dans ces conditions, si ça vous intrigue, de jeter un petit coup d'œil sur les réseaux. Oui, j'irai voir. Et puis, à mon prochain passage à Paris, je pense que j'essaierai de venir voir à quoi ressemble ce Sweet Paradise. Le Sweet Paradise. Vous serez la bienvenue. Oui. Je n'en doute pas. Eh ben, merci Sophie, en tout cas, de cet échange avec nous. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Bon après-midi. Alors, on va continuer avec Thierry qui est avec nous, qui a beaucoup de choses à nous raconter, je crois. Bonjour Thierry. Bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour Thierry. Alors, vous aviez une ex qui avait un imaginaire érotique très développé, hein, c'est ça ? Oui, tous les deux, on était venus à en parler un soir en fait, après quelques années. Et on avait envie de découvrir un peu des trucs, pour retrouver une excitation, ou je sais pas, on a imaginé des trucs érotiques, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a notamment fait faire Oh non, on est venu à un fantasme en commun en fait. Oui. C'était, ok, j'ai envie de faire l'amour, moi aussi, devant au moins un inconnu qui me caresse pendant que je me fais l'amour. Et donc voilà, on s'est mis d'accord et on a essayé. Donc vous avez été dans un club, j'imagine, pour trouver qu'un inconnu. Ouais, on a essayé dans un club, mais en fait, on a été carrément déçus. Parce que c'est plutôt un peu sauvage, quoi, on va dire. C'est pas... D'ailleurs, on n'a rien fait. Et après, ça lui tenait à cœur, moi aussi. Hein. Et donc, on a fait venir un homme à la maison. D'accord. Oui, mais en effet, le problème des clubs, c'est que parfois, on rencontre pas forcément les personnes, tandis que par des sites libertins, vous trouvez parfois plus facilement ce que vous cherchez. Alors, on avait mis une petite mise en scène, c'est-à-dire les yeux bandés. C'était les règles à respecter. Et là, c'était vraiment... il y a ce début qui est un peu bizarre, un peu coincé. Et après, en venant au chemin des caresses, du regard de l'autre, ça devient très excitant. Et c'était vraiment ce qu'on cherchait, quoi, ce côté érotique. Mais c'est bien de pouvoir échanger avec quelqu'un, avec sa partenaire, et d'arriver à mettre en place... C'était vraiment quelqu'un avec qui ça collait, on va dire. Alors pourquoi vous l'avez quitté ? Enfin, c'est peut-être elle qui est partie, d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, hein. C'est jamais trop ça. Bon, je ne veux pas être indiscrète. Écoutez, merci Thierry, on est en fin de première heure, donc on va en rester là avec vous. Mais merci d'avoir participé, en tout cas. Je vous propose, avant les infos justement de la petite devinette, écoutez bien, c'est un enfant. S'il était un fruit, quel fruit serait-il cet enfant ? Je vous laisse le temps des infos pour éventuellement trouver la réponse. On va continuer durant cette deuxième heure à parler de fantasmes, bien sûr, mais aussi de votre imaginaire érotique, parce que c'est vrai qu'on confond peut-être un peu les deux. Le fantasme, c'est pas forcément quelque chose qu'on réalise. L'imaginaire érotique, c'est une petite musique, si je puis dire, dans la tête, qui permet de faire varier les plaisirs, et c'est peut-être encore plus intéressant de le développer que de développer ses fantasmes. Voilà.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les fantasmes, l'imaginaire érotique, on en parle avec Arthur Vernon. Arthur Vernon, créateur de mysweetfantasy.com, ce site où vous pouvez raconter vos fantasmes et peut-être les voir se réaliser. Et également ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise, dont on a déjà beaucoup parlé, qui se trouve à Paris, 12 rue Marie Stuart. Aude est avec nous, mais d'abord, la réponse à ma devinette. Un enfant, s'il était un fruit, quel fruit serait-il ? Je suis séché. Écoutez bien, c'est drôle, c'est beau. Un fruit confit. Ah oui. Voilà. Très beau, effectivement. Eh oui. Alors, les fantasmes, c'est Aude qui est avec nous maintenant. Bonjour. C'est ça, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Aude. Merci d'être avec nous. Merci, je suis heureuse de vous entendre. Je vous adore Brigitte, donc merci. je suis contente. C'est pas la première fois que je passe sur l'antenne et je suis ravie à chaque fois, donc c'est cool. Voilà. Je sais pas par où on commence. Mais par où vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Donc on est sur l'érotisme, si j'ai bien compris, sur ce thème-là. Alors moi je connais j'avais déjà témoigné par rapport au Sweet Paradise et j'étais déjà venue avec mon compagnon. Donc je vais pas raconter tout ça, mais avec mon homme on a d'autres moyens. Enfin on a eu d'autres moyens pour stimuler nos érotismes respectifs et pour mettre du piment un peu dans nos vies. Donc, alors, j'ai deux petites expériences à vous raconter. La première qui serait un peu dans le même état d'esprit que le Sweet Paradise, mais en un petit peu moins poussé, on va dire, un peu moins poussé. Ouais, voilà, moins chaud, exactement. C'est une expérience de théâtre immersif, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, mais c'est donc il y a des spectateurs qui assistent à une pièce. Spectacle, oui. Voilà, un spectacle. Et là, le thème, c'était le couple. Donc il y avait divers couples. Il y avait des couples homo, des couples hétéros, des couples avec la femme enceinte, des couples plus âgés, etc. Et en fait, on déambule dans le théâtre et on est amené, et on observe du coup des scénettes entre couples et on peut être amené à participer de près ou de loin à ces petites scénettes. Mais ça reste très soft. Mais ça avait été une des premières. En fait, ça a été la première expérience un peu qui sort un petit peu de l'ordinaire qu'on avait vécu. Oui, parce que ça vous fait jouer un rôle finalement, et donc ça vous fait ouvrir un peu vos perspectives. Exactement. Et on est allé quelques mois après, on est allé au Sweet Paradise, donc et on a bien apprécié. En plus, j'avais mis le bracelet rouge, donc je m'étais un peu lâchée. Donc ça, c'était sympa. Et une autre expérience dont je peux vous faire part aussi, pareil vécu, alors avec mon compagnon, mais en fait de loin. En fait, on est allé avec une amie par le biais du site, je fais un petit peu de pub, mais je sais que vous en parlez sur votre radio, donc sur Wild. Par le biais de ce site-là, il y avait une soirée dans un endroit de Paris qui est pas un club échangiste, mais qui est un club dans lequel les gens viennent avec possibilité d'ensuite partir se voir, faire de l'échangisme soit dans un autre club, soit chez les uns ou chez les autres. Et d'ailleurs, il y avait une intervenante qui vient chez vous de temps en temps qui s'appelle Eve Candoli. Je crois que oui, absolument, Eve Candolis. Oui. Et voilà, c'était très, très intéressant. Et donc, j'y suis allée avec cette amie-là, avec mon amie, en prévenant nos hommes qu'on était un peu chaudes et qu'on avait envie de s'amuser, mais sans eux, mais que promis, on ferait des photos. Et en fait, on savait pas du tout à quoi on allait s'attendre, à ce qui allait se passer. Et on a finalement rencontré un jeune homme qui est venu vers nous et qu'on a échangé. C'était très sympa. Ça commençait à devenir un petit peu chaud. Et puis ça s'est arrêté. On s'est arrêté là. On partait vers le métro. Et je lui ai dit non mais attends, on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. On envoie un message à nos amoureux. On leur demande si on a l'aval pour continuer avec ce jeune homme, oui. C'est ça, sans culpabilité aucune, pour qu'on soit vraiment tranquille. Et donc on a eu l'aval. Donc on est retourné parce qu'il habitait juste à côté de l'endroit, donc c'était pratique. On savait où il était, on y est retourné. Je pensais pas du tout que je serais capable d'aller. Alors il n'y a pas eu de relation sexuelle, mais
il y a eu, ça a été très très chaud et à 3 et c'était cool. Si, il y a eu des relations sexuelles, mais il n'y a pas eu de pénétration, en Voilà, fait. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Exactement. Non, mais c'est important parce que je crois qu'on peut avoir une relation sexuelle sans forcément qu'il y ait une pénétration. Je suppose que vous l'avez caressé, il vous a caressé. Enfin... Exactement. Ouais. Et avec mon ami, on était à 3 du coup. Donc très sympa. Et vous êtes un peu filmé ou pas alors parce que... Non, on n'a pas filmé, on aurait dû, mais on a pris des photos. Non, je n'ai pas dit que vous auriez dû. Si, mon homme aurait bien aimé, lui. Mais on a pris des photos. Et donc voilà, et après on est rentré, on était dans un état, on était tout excités comme des gamines. Et en fait, ça a apporté beaucoup à mon couple après. Par la suite. Ce qui a été, à mon avis, très excitant, c'est cette transgression que vous vous autorisez, me semble. Hein. Tout à fait. Que j'ai envie que j'ai encore envie au fond de moi de faire, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, tout à fait. Parce qu'il y a une autorisation que vous vous donnez et que votre compagnon aussi vous donne, mais quelque part qui transgresse quand même. Et en plus, vous étiez avec une amie, donc il y a une complicité aussi qui a dû faire monter la sauce. Ah, complètement. Toute seule, je ne serais jamais allée. Surtout que moi, je pense que je ne suis pas quelqu'un de... Il y avait votre émission sur la sensualité là, hier, je crois, ou avant-hier. Mercredi, oui. Ouais, et je suis pas... Justement, mon homme l'a écouté en podcast et on en a parlé. Et je suis pas assez, comment dire, c'est un peu un défi pour moi de faire ce genre de truc, alors qu'au fond de moi, je sais que je laisse. Il me semble, oui, quand même. Ouais, complètement. Mais qu'est-ce que ce serait si vous l'aviez pas au fond de vous? Oui, je l'ai, mais du coup, j'ai besoin de. Comment expliquer? Il faut qu'il y ait quelque chose qui me pousse pour y aller. Vous voyez? Oui, et puis pour l'instant, par rapport à ce que vous dites, vous n'avez pas été volontairement dans un lieu libertin, mais dans un lieu qui était vraiment à la frontière. Donc vous aviez envie de vous rapprocher de la frontière. Mais quand vous y allez en soirée avec votre ami, vous vous dites, ça c'est la frontière, et vous ne vous dites pas que vous allez passer la frontière. Exactement. Et c'est donc vraiment sur le coup que vous dites, non mais vraiment, là on est tout proche de cette frontière, et c'est le fameux coup de fil qui permet de franchir le pas. Donc c'est ça. Mais voilà, mais c'est pas forcément des choses qui seront faciles à reproduire, parce que inconsciemment vous dites, maintenant je peux continuer à aller plus loin. Après, l'excitation ne sera peut-être pas justement de passer la frontière, mais d'avoir une autre forme de sensualité, d'aller plus loin. Et c'est peut-être aussi des questions de confiance en soi, de se dire, mais en fait, je suis parfaitement capable de faire peut-être un peu plus que ce que j'imagine pour moi-même. C'est ça. Mais de toute façon, là, vous avez, visiblement, c'est quelque chose qui vous a terriblement excité, qui en plus a excité votre compagnon. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de formidable. Mais il ne faut pas vouloir reproduire ça parce que ça ne marchera pas de la même manière. Non, c'est pas ça que je veux reproduire. En fait, c'est plutôt transgresser. Moi, c'est pas ça exactement. C'est juste aller au bout de mes désirs. Et parce que moi, j'aime bien ce qui est un peu transgressif. Mais j'en ai un peu peur, peut-être, vous voyez, d'aller au bout, toucher vraiment du bout des doigts, mais vraiment en vrai, du coup aussi, mes désirs profonds. Mais ça, c'est la vie et l'avancée dans la vie qui fera que j'aurai des... Après, c'est aussi je pense que c'est des rencontres, c'est pas des choses qu'on prévoit. Moi, j'aime pas prévoir. Oui, parce que regardez, là, vous avez rencontré ce jeune homme, c'est ça qui a déclenché tout. Ouais, totalement. S'il n'avait pas été là, peut-être qu'il se serait rien passé. C'est ça. Donc, il faut rester ouvert, en fait. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas trop se programmer non plus. C'est toute la difficulté. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. J'en suis là. Donc voilà. Mais ce qui est très intéressant aussi dans votre témoignage, c'est le fait que vous avez vécu quelque chose qui à la base était une expérience d'excitation personnelle et que derrière ça a eu des répercussions sur votre couple. Ça a stimulé votre libido de façon générale et par effet de contagion, ça a eu aussi un effet positif sur votre libido de couple. Ouais. Ça c'est quelque chose d'intéressant en termes d'expérience, même par rapport aux auditeurs, de se dire oui, peut-être que parfois je vais faire des choses en dehors du couple, mais que derrière, il y aura un effet bénéfique pour le couple. Cela dit, évidemment, ce type d'expérience, généralement, nécessite plus qu'un simple petit coup de fil, mais généralement une bonne discussion dans le couple avant de passer à l'acte, parce que sinon, ça peut être très très chaud au retour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de couples pour lesquels c'est complètement impossible. Moi, je vois dans mon entourage, je sais qu'il y a
des femmes et des hommes, pour eux, c'est inenvisageable. Mais nous, on a parlé, ça fait très longtemps qu'on est ensemble et on avait déjà eu effectivement ce genre de discussion. Et on a en tout cas, lui me laisse une liberté par rapport à ça. Après, il faudrait voir, moi, dans l'autre sens aussi, s'amuser aussi un peu dans les deux sens, ouais, un peu. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez, vous savez, lui, ça l'a excité, et peut-être que vous, ça vous exciterait pas du tout, donc il faut aussi vous respecter. C'est pas. Oui, complètement. C'est amusant parce que vous avez cité Ève de Candolle, et Ève de Candolle, c'est exactement son propos, c'est-à-dire elle a un compagnon qui est candoliste, c'est-à-dire qui se réjouit qu'elle vienne lui raconter les histoires qu'elle a avec d'autres hommes. Ouais, c'est génial, un mec comme ça, hein, quand même. Ils sont plus nombreux qu'on le pense, en fait. C'est aussi très intéressant. Oui, en tout cas, le vôtre a l'air d'être un peu comme ça quand même. Hein, puisque... Oui, complètement, mais je trouve ça génial. Ah oui, il l'est, complètement. C'est top. Et c'est peut-être pas la peine de penser l'inverse, parce que je ne pense pas que ça l'exciterait, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça l'excite de pouvoir faire l'amour avec une autre femme ou avoir une... vous croyez ? Je vais lui demander quand on aura raccroché. Vous pourrez lui demander une fois qu'on aura raccroché. Mais c'est pas forcément évident que ça vous excite vous aussi, parce que le candolisme, bizarrement, est un peu plus masculin que féminin. Totalement masculin. Voilà. Oui, très très masculin. Les femmes vont plutôt avoir envie de faire l'amour avec une autre femme et leur compagnon. Mais c'est assez rare, en effet, je suis d'accord avec vous, Arthur Vernon, qu'une femme ait envie de voir son homme avec une autre femme. Mais quand un homme est candoliste, c'est rare qu'il ait envie de faire l'amour avec une autre femme. Ah d'accord, ok. Donc voilà, après vous avez raison, vous en parlez avec lui, mais à mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà été au Sud Paradise, vous êtes bon, après, allez-y. À votre rythme, surtout exactement. À votre rythme. Et surtout, oui, parce que plus on y va lentement, plus on a des chances que ça dure longtemps, la fantasmatique. Et que ça se passe bien aussi, parce que parfois aller trop vite, brûler une étape, peut créer des troubles. C'est vrai. Et par contre, moi, le fantasme d'être avec une femme et mon homme, moi, je l'aurais pas forcément. Donc, effectivement, vous avez peut-être raison. Que lui et une femme et moi les regarder, ce serait pas idéal. Par contre, une femme et moi, mais seule, sans lui, sans qu'il nous regarde, ça, c'est un truc aussi que j'aimerais explorer. Mais ça fait longtemps mais bon. Laissons la vie faire les choses et puis restons ouverts. Absolument. En tout cas, il semble, j'ai cru comprendre que vous étiez ensemble depuis longtemps, mais il me semble que vous vous êtes trouvés. C'est déjà ça. Complètement. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est super. Voilà. Merci beaucoup de cet échange, en tout cas. Merci à vous. On va continuer dans un instant et on va rêver, comme tous les vendredis, n'est-ce pas ? Nous avons quelqu'un qui va nous raconter son rêve et c'est Amélie aujourd'hui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et les rêves, les rêves, ils sont parfois sexuels, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas tant de rêves sexuels proprement dit, et surtout un rêve sexuel ne signifie pas forcément un désir sexuel, attention, parce qu'un rêve, on le sait, ça se travestit toujours, et le rêve érotique laisse penser que la libido du rêveur fonctionne bien, tandis qu'un rêve sexuel, ça parle plutôt de la personnalité profonde du rêveur. Par exemple, un rêve d'homosexualité, ça ne veut pas du tout dire que vous avez envie d'une relation homosexuelle, ça indique simplement que vous aimeriez ressembler à la personne du même sexe que vous, et puis voilà, c'est tout. Et puis certains rêves, a priori n'ayant aucun rapport avec le sexe, en revanche, peuvent indiquer quelque chose de sexuel, parce qu'il y a évidemment beaucoup de symboles qui sont chargés de sexualité. Par exemple, un homme qui pédale sur son vélo et qui monte péniblement une côte en haut et qui se retrouve ensuite devant un portail, ses pneus se dégonflent, on va plutôt interpréter une difficulté érectile, par exemple. Ça vous est pas échappé, évidemment, Arthur Vernon. Et puis, en revanche, des masturbations durant le sommeil, ça laisse à penser que les pulsions sexuelles sont fortes et donc les draps s'en souviennent. Voilà, c'est souvent le cas d'ailleurs au moment de l'adolescence. Voilà. Amélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Amélie. Alors, votre rêve à vous, c'est quoi ? C'est un peu cauchemardesque. Je vais dire cauchemardesque, puisque des rêves sympas. Alors, c'est un rêve que j'ai bien fait pas loin d'une dizaine de fois, à des moments variables dans ma vie. Et en gros, c'est un peu toujours le même principe, c'est que je dois aller dans un endroit, soit c'est style un parking souterrain où il faut descendre une espèce de colimaçon, soit c'est des pièces au fond d'une grande maison
Celui-là, je l'ai fait plusieurs fois. En fait, c'est comme un double appartement avec notamment des cuisines. Il faut aller chercher des trucs dans les placards et ou un couloir avec des pièces au fond. Et il faut que j'y aille chercher des trucs. Mais je sais qu'il y a des entités que je qualifierais de maléfiques, en tout cas pas sympa du tout. Et j'y vais et immédiatement je sens, dès que je m'approche, et j'ai ce ressenti physique hyper désagréable de frissons, de contacts, de coups de vent, de présence. Voilà, présence vraiment, je ne vois pas d'autre terme que maléfique, je ne sais pas. Et que je dois malgré tout affronter plus ou moins. Alors je ne sais pas si j'arrive toujours dans tous les rêves, parce que je le sais à force, quand je démarre le rêve, je dis « Ah non, pas ça encore ». Pas encore ce truc où il faut que tu ailles là-bas chercher et pourquoi c'est toi qui y vas et pourquoi ils sont encore là à t'attendre et en fait c'est franchement pas agréable et voilà, et je l'ai fait je pense une bonne dizaine de fois et avec toujours, alors ça mélange de sensations physiques puisque effectivement ce sont des présences invisibles. Et je sais, et voilà, alors des fois j'y vais, des fois j'y vais pas, mais je sais à l'avance un peu et c'est terrible quoi. C'est terrible. Donc quand ça m'arrive, comme je connais un peu déjà, c'est marrant, c'est ce que je refais, je dis mais tu l'as fait plein de fois et tu sais en gros ce qu'il y a là-bas quoi. Ben oui. Et vous y allez. Et ces entités, elles ont pas de. Vous pourriez pas les décrire. Hein. C'est vraiment des ombres, des. C'est je dirais pas des fantômes. Enfin, ça, c'est apparenté à des êtres humains. Plusieurs. C'est jamais seul. Espèce d'ectoplasme là, ou de trucs, ou de adulte, j'ai pas d'autres infos. Non, mais j'essaie de vous faire un peu associer pour pouvoir prendre une piste qui soit pas trop difficile. Vous êtes quelqu'un d'assez angoissé dans la vie ou pas? Pas, je dirais pas du tout, non. Non, franchement, non. Vous êtes capable d'aller dans un lieu où peut-être pas forcément très sécurisé, sans avoir peur? Oui, je suis très, très aventurière, oui. Ouais. Ouais. Donc, il y a quelque chose comme ça qui me laisse à penser que vous êtes très aventurière et qu'il y a une forme comme ça de chez vous de comment dirais-je d'envie de braver le danger. J'ai pas beaucoup de peur. Enfin, je fais pas des trucs extraordinaires non plus, mais je fonctionne pas trop avec la peur. Non, je pense qu'il c'est bien il me semble. Il me semble que vous avez une capacité à braver le danger qui est supérieure à la moyenne. On entend beaucoup de femmes qui, par exemple, ont peur de rentrer dans un parking le soir, rechercher leur voiture parce qu'elles ont peur de tomber sur quelqu'un. Vous, il me semble que c'est pas votre cas. Non. Bon. Non. Et je crois que, enfin, encore une fois, c'est peut-être que ce rêve qui est quand même récurrent, donc il est toujours important parce que ça veut dire il vous dit quelque chose. Alors, on pourrait imaginer que ça vous dit peut-être quelque chose de votre passé, de votre enfance. Moi, j'ai presque comme ça, mais je pars sur cette intuition-là, mais c'est pas forcément la bonne, hein, donc il faut que ça vous parle. J'ai l'impression que ce rêve vous indique quand même que vous êtes peut-être pas assez prudente dans la vie. Est-ce que j'ai tendance à faire confiance, ouais. Oui, parce que j'ai tendance à faire confiance, alors, parce que c'est la prudence, un manque de prudence de faire trop confiance. Oui, ça c'est un peu ma personnalité, ouais. Mais il m'est rien arrivé de... Non, mais encore une fois, je vous dis pas du tout que le rêve va dire qu'il vous arrive quelque chose. Mais le rêve vous indique peut-être, peut-être que vous êtes un peu trop confiante, justement pas assez prudente, et que quelque part vous allez dans des endroits où vous rencontrez des gens qui sont pas forcément des gens qui sont totalement positifs pour vous. Mais c'est une interprétation. Après, c'est vous qui pouvez l'interpréter. C'est vrai que j'ai pas noté les moments où m'arrivent ces rêves et les contextes dans ma vie, parce que c'est étalé sur pas mal d'années. Donc,
Oui, et c'est ça qui peut-être peut vous aider, parce que quand on a comme ça des rêves qui reviennent, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé la veille du rêve, justement, parce que forcément, donc notez. Quand vous faites ce rêve, voyez dans la journée si justement, et si c'est le cas, vous saurez que l'interprétation que je fais est bonne, sinon c'est pas la bonne interprétation, et puis voilà tout. Hein. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un signal d'alarme, d'une certaine façon. Ah oui, d'accord. Mais encore une fois, il faudrait interpréter aussi ce que c'est que ce couloir, qu'est-ce qu'il y a dans ces placards. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous cherchez inconsciemment, que vous avez envie de trouver, et que pour l'instant, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Peut-être que. Oui, parce que c'est moi à chaque fois qu'on envoie là-bas, par exemple. On est plusieurs, et c'est moi qui dois, forcément, c'est moi qui l'acteur du rêve principal. Donc, oui, ou des parties de moi que j'arrive pas trop à explorer et qui me font peur, justement. Oui, et peut-être que d'une certaine manière, oui, vous êtes plus casse-cou qu'il ne faudrait, et qui du coup vous allez peut-être pas assez dans une vie qui serait plus confortable pour vous, même sur le plan sentimental, par exemple. On peut penser ça aussi, peut-être, mais encore une fois. Oui, un petit signal d'alarme de votre inconscient qui se dit tiens, non mais attendez, parfois il y a des situations dangereuses et on y va, faire un petit peu attention dans ce chemin. Parce que là, quand on vous entend, c'est vrai que vous dites non, généralement j'ai pas peur, j'y vais, alors que la peur c'est aussi quelque chose d'un petit peu naturel, donc peut-être que vous l'avez un petit peu trop, peut-être mis votre peur un petit peu trop sous le tapis et elle ressurgit un petit peu pendant ce rêve. Pour vous dire j'existe, attention, il y a peut-être des moments où je suis légitime. Ok, ouais. Mais peut-être, mais peut-être que c'est une réminiscence de quelque chose de votre enfance. Je ne sais pas. Hein. Vous le faites depuis quand, ce rêve? Ça fait largement plus de 10-15, je pense, au moins. Oui, donc ça peut peut-être aussi être quelque chose qui vient de l'enfance et qui n'a pas été complètement dépassé. Hein. C'est possible aussi. Oui. Voilà. Oui. Merci en tout cas de cet échange, Amélie. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on continue dans un instant. On va parler des chatouilles, justement, dans le Love Conseil du jour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on va parler des chatouilles, pas du tout en rapport avec le spectacle de Andrea Bescon, bien sûr, mais parce que les chatouilles, c'est une belle manière d'aborder le corps de l'autre, surtout quand il y a des inhibitions. Donc, c'est une manière d'entrer en contact, et je trouve que c'est intéressant toujours de chatouiller son partenaire ou sa partenaire. Et vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont énormément frissonner, d'autres qui vont rire, d'autres qui vont même refuser, qui n'aiment pas ça. Et il y a un vieux dicton qui prétend que sont chatouilleux les personnes qui sont jalouses. Alors franchement, je ne mets pas du tout je ne suis pas du tout sûre que ce soit vrai. Hein. Mais en tout cas, plus on est dans le contrôle de son corps, moins on aime les chatouilles. Et je pense que c'est un signe quand même de preuve de lâcher prise que d'accepter les chatouilles. Oui, en tout cas, ça revient parmi nous les fantasmes qu'on nous réclame, et à deux titres, de façon totalement opposée. Soit une personne qui veut être chatouillée, alors généralement elle demande à être attachée avant et ensuite elle veut être chatouillée. Et à l'inverse, peut-être de façon plus surprenante, qui nous demande d'avoir une sweetie très chatouilleuse qu'elle a envie de chatouiller. D'accord. Donc on a vraiment deux choses, mais ça c'est des choses qu'on a assez fréquemment. C'est rigolo. C'est intéressant. Bon, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de s'exercer un peu à ressentir, à subir, ou même à chatouiller. Alors il y a des endroits évidemment plus propices que d'autres. Hein. On pense évidemment au creux du coude, aux aisselles, mais moi j'aime bien aussi la plante des pieds. Je trouve que c'est un lieu de chatouille par excellence. Complètement, c'est le numéro 1 dans notre liste, c'est exactement ça. Et ben voilà, donc mon Love Conseil est validé
Par Tout à fait, l'expérience par d'Arthur Vernon. Eh bien, c'est formidable. Voilà. Alors, on va revenir avec Michel Moulis sur la ménopause. On en a parlé très récemment avec Christian Jamin, qui a redonné des informations importantes. Et là, c'est un livre du docteur Michel Moulis qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Ça s'appelle Ménopause, tout peut changer. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est vrai que je suis assez étonnée. J'ai vu qu'en fait, il y aurait en France que 600 000 femmes qui sont traitées pour la ménopause par un traitement hormonal substitutif. C'est finalement très très peu sur le nombre de femmes ménopausées. Pour moi, c'est un vrai scandale puisque 12 millions de femmes, 600 000 traitées. Et ça vient depuis une étude qui a été réalisée en 2002 aux États-Unis et qui a fait que tous les traitements hormonaux de la ménopause ont chuté de façon vertigineuse, puisque même en France, on est passé de 2,5 millions à l'époque à moins de 500 000 aujourd'hui. Et pour moi, les femmes sont sacrifiées. Oui, moi je suis d'accord avec vous, on en parle assez souvent dans cette émission. Il y a une peur du traitement hormonal substitutif qui n'est absolument pas justifiée. Et dans ce livre, évidemment, vous expliquez en long, en large et en travers tous les bienfaits de ce traitement. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que ménopause, ça veut dire arrêt de certaines hormones, hein. Et donc, la femme, du coup, n'est plus aidée par ces hormones et ça provoque certaines maladies et certains problèmes graves. On ne se pose pas la question pour la thyroïde, on ne se pose pas de question pour d'autres pathologies glandulaires qui s'arrêtent de fonctionner. On ne peut pas dire que la ménopause soit une maladie. C'est un état de la femme, mais qui va durer 35 ans. Inévitable. Parce qu'en fait, la longévité rend la question de la ménopause importante. Tant qu'on vivait 50 ans, de toute façon, la question ne se posait pas. Le traitement de la ménopause a été inspiré des Américains au moment où les femmes ont commencé à avoir une espérance de vie plus longue. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Et c'est pour ça qu'au départ, on a donné uniquement des œstrogènes, parce que c'est l'hormone de la femme, comme la testostérone et l'hormone de l'homme. Et malheureusement, on a vu apparaître des maladies de l'utérus, et c'est pour ça qu'on a contrebalancé, on a aidé en apportant de la progestérone naturelle à ces œstrogènes. Alors, vraiment, quand on lit votre livre, on se dit, mais il faut faire quelque chose. J'aime bien que vous faites le parallèle avec l'endométriose, qui aujourd'hui, on ne parle que de ça, alors que ça touche pas tant de femmes que ça. Je suis désolée pour celles qui écoutent et qui sont touchées par l'endométriose, parce que je vais encore me faire des ennemis. Mais enfin, c'est vrai, toutes les femmes n'ont pas des problèmes d'endométriose, et c'est devenu presque une cause nationale. Toutes les femmes vont être ménopausées et... Vous avez bien compris. Alors, je suis un spécialiste de l'endométriose. Il faut s'occuper de tous les problèmes de toutes les femmes qui souffrent. Mais quand on voit que 5% des femmes, en totalité, alors on va dire 10% des femmes en âge de procréer, c'est un peu fausser les chiffres, mais la cause nationale, c'est 100% des femmes vont être ménopausées. Et c'est là la vraie cause nationale. Enfin, on leur souhaite, parce que ça veut dire qu'elles ont dépassé les 50 ans. On espère que les femmes, avec leur espérance de vie actuelle, qui est à peu près de 85 ans, elles vont être... on va s'occuper d'elles. Voilà. Alors, vous rappelez les problèmes. Alors, il y a bien sûr les bouffées de chaleur. Il y a ensuite les risques d'ostéoporose. Il y a les risques de cardiovasculaires qui augmentent aussi. Enfin, il y a plein de problèmes graves de santé s'il n'y a pas de traitement, quoi. Dans ce livre sur la ménopause, j'ai essayé de montrer que les signes dont se plaignaient les femmes et d'un calpous, c'était la partie émergée d'un iceberg qui malheureusement cachait des maladies graves. Je vous dis, la ménopause n'est pas une maladie, mais si on ne s'occupe pas des petits symptômes, on va avoir apparaître avec le temps des pathologies graves qu'on peut éviter. Comme par exemple même aussi la phlébite. Enfin, vous avez cité les bouffées de chaleur. On sait que ça atteint à peu près 80% des femmes en ménopause, et on sait que la présence de bouffées de chaleur augmente de 70% le risque cardiovasculaire. Et quand je parle de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire des accidents vrais, avec une mortalité vraie. Quand on parle de douleurs articulaires et musculaires, si on laisse évoluer, c'est l'ostéoporose. Et si on ne la traite pas tout de suite, malheureusement, la femme va perdre 5% de sa masse osseuse dans les 5 premières années. Par an. Par an, oui. Par an. 5% par an dans les 5 premières années. Alors j'ai
question, parce que vous dites qu'il y a une diminution du traitement. Ça vient des praticiens ou ça vient des femmes qui refusent le traitement proposé par le praticien? Alors je vais être direct. Ça vient, d'une absence d'analyse de l'étude qui avait été faite, puisque moi à l'époque je travaillais au centre anticancéreux de Villejuif. Il nous a fallu presque 1 an pour analyser la population qui avait été traitée. Ensuite, quand on dit cancer du sein, maladie cardiovasculaire, eh bien tout le monde a peur et les médias ont sauté dessus. Le traitement hormonal de la ménopause... Surtout les journaux féminins. C'est vous qui le dites, effectivement. Mais absolument, mais je le dis parce que je le sais, j'ai suffisamment étudié la question. Donc, à partir du moment où les journaux féminins disent aux femmes de ne pas traiter, de ne pas prendre de traitement, les femmes, elles ont tendance à suivre. Hein. Et surtout quand on parle de cancer du sein et quand on parle de maladie cardiovasculaire avec une mortalité. Donc, vous comprenez la peur. Oui, mais donc c'est la femme qui dit au praticien non, en fait, je ne veux pas. Alors, il y a ça, mais il y a eu aussi toute une politique de la sécurité sociale, j'imagine, excusez-moi, mais les médecins ont conseillé aux médecins de ne pas donner de traitement hormonosubstitutif. Ça fait... Vous êtes d'accord, hein? Oui, tout à fait. Moi, ça fait depuis le départ de cette étude et bien avant, et vous avez parlé de Christian Jamin tout à l'heure, qui est un fervent médecin pour le traitement de la ménopause, mais moi, ça fait plus de 25 ans que je donne les traitements de la ménopause. Parce qu'on est informé, parce qu'on analyse les études, parce qu'on regarde nos patientes et on a une bienveillance avec elles. Mais les médecins, eux, on leur dit de ne pas donner de traitement, ils obéissent, ils suivent... on n'est pas obligé d'obliger, on n'est pas obligé d'obéir. Non, mais bien sûr, mais enfin bon, un médecin n'est pas forcément un gynécologue, il n'est pas forcément au fait de tout ce que vous avez étudié, évidemment. Mais vous encore savez une fois, que je suis d'accord avec vous. Vous avez assisté à la décroissance des gynécologues. Donc à l'époque, on était gynécologue, on était spécialisé. Maintenant, on a une raréfaction. Les femmes ne trouvent plus de gynécologue. Comment ça va se passer ? Ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler la prise de poids, parce que beaucoup de femmes se plaignent qu'elles prennent du poids après la ménopause. Et là, vous expliquez tout le processus de prise du poids, et les hommes peuvent écouter parce qu'ils sont à peu près à la même enseigne. Les femmes font beaucoup d'efforts, mais malheureusement, contre l'absence d'œstrogène, elles vont voir ce corps se transformer. Elles sont au départ gynoïdes, c'est-à-dire avec la répartition au niveau du bas, et dès que les œstrogènes vont disparaître, elles vont en faire ce qu'on appelle le petit bedon, et tout va remonter dans l'abdomen. Elles essayent de tout faire. Elles essayent de pas manger, elles essayent de faire du sport, mais malheureusement, contre l'absence d'œstrogène, ça va être difficile. Et puis, plus on vieillit, plus la masse musculaire diminue, et moins il faut manger, parce que moins on dépense de calories. Voilà, c'est ça, et ça c'est valable alors là, il y a une pour les hommes véritable également. erreur, parce que il faut manger, donc, comme vous le dites, il faut manger plus de protéines. Et quand je le rappelle toujours à mes patientes, j'ai dit le principal muscle du corps, c'est le cœur. Et il se répare toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures. Et on a besoin d'une masse musculaire. Donc on n'a pas besoin de gras, on n'a pas besoin de sucre raffiné, on a besoin d'éléments qui vont permettre au corps de se développer, de continuer à se développer. Et donc, qu'est-ce qu'on doit manger ? Par exemple, ce qu'on doit manger, on doit manger des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et je n'ai rien contre les protéines végétales, au contraire, c'est un bon équilibre, au moins 2 fois par jour. Il y a une pathologie qui est apparue avec le temps, et je le dis dans le livre, c'est la sarcopénie. C'est la baisse de la masse musculaire au profit de la masse grasse. Parce qu'on n'apporte plus de protéines. Comment voulez-vous faire des muscles si vous n'avez plus de protéines ? C'est pas possible. Ensuite, il faut supprimer les sucres raffinés. Supprimer, réduire, il faut se faire plaisir quand même. On n'a pas le droit de ne pas résister à un bon millefeuille ou autre chose. Mais c'est pas bon. On doit apporter des oméga 3, on doit apporter des produits comme... les antioxydants qu'on voit dans les légumineuses, dans différents fruits de mer, voilà. Tout ça, c'est bon. Mais on doit pas, pour moi, on ne doit pas restreindre la quantité alimentaire. On doit améliorer la qualité alimentaire et pouvoir manger 3-4 fois par jour. Il n'y a pas de problème. Vous parlez évidemment aussi de la libido, parce que c'est quand même le sujet phare dans cette émission. 36% de femmes n'ont plus de libido à la ménopause. C'est ce que révélerait une dernière enquête sur les Français et la ménopause. J'ai quand même l'impression que c'est 36%. C'est ce qui est pas... Enfin, pour moi... Elles avouent pas ce qui se passe, c'est tabou. Et quand on examine une femme qui, malheureusement, une femme ménopausée et qui n'a
Alors, les femmes en surpoids, on peut dire qu'elles sont un peu épargnées. Elles sont épargnées sur l'os et un peu sur le vagin. Mais une femme ménopausée, elle a un vagin qui devient sec et elle se détourne souvent des rapports sexuels. Donc, elle trouve quelque chose qui soit des lubrifiants ou des petites choses comme ça. Mais où est la spontanéité? Où est le plaisir? Mais ça ne suffit pas parce que malgré tout cela, les femmes ont mal pendant les rapports sexuels. Alors, je suis d'accord, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui manque dans cette enquête. Il faudrait savoir, dans ces 36%, combien aimaient la sexualité avant la ménopause. Parce que c'est quand même souvent la bonne excuse. J'ai plus envie, mais c'est la faute à la ménopause. Hein. C'est effectivement cela. Et moi, en consultation, je vois, et je pose toujours la question, parce qu'elles ne vous en parleront pas. Je regarde le vagin, je leur dis, alors ? Comment ça se passe, les rapports sexuels? Et là, vous dites, oh, vous savez, à 50 ans, hein. Oh, docteur, ça fait 7, 8 ans que j'ai plus de rapports. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, vous avez raison. Il y a ce détournement. Peut-être un mauvais amant. Hein. Ou peut-être un mauvais hein. amant, tout à fait. Mais je ne vais pas conseiller quand même de changer de partenaire. Pourquoi pas, moi. Vous pourriez le faire. Moi, oui, je pourrais le faire, mais bon, ça n'engage que moi. Non, mais je crois que... Et alors, vous donnez carrément la technique dans ce livre. Vous y allez franco. Il faut mettre un petit doigt. Il faut faire son autodiagnostic, un petit doigt dans le vagin. Et ça, c'est pareil. Je suis évidemment d'accord, Michel Mouly, mais les femmes ont du mal avec ça. Il faut qu'elles aillent voir leur gynécologue, donc lui déjà peut le faire. Et après, c'est vrai que les femmes se détournent complètement de cette zone à partir d'un certain endroit, elles se posent plus de questions. Mais si elles sont intéressées et qu'elles voient cette baisse, cette libido en berne, on va essayer de leur donner des conseils. Et c'est à nous, médecins, et c'est aux informations comme vous, et c'est à tous les journaux qui peuvent informer les patientes. Et dernier conseil que vous donnez et qu'il faut répéter, un vagin c'est auto-nettoyant, pas de douche interne. On n'agresse pas le vagin. Comme on peut ne pas agresser la peau, on sait que c'est la plus grande surface d'absorption. Et le vagin, on doit le respecter. Voilà, donc il y a vraiment toute une étude, il y a beaucoup d'études sur lesquelles vous vous appuyez. Très récentes, toutes les études. Et même pour notre humeur, ce serait mieux de prendre le traitement parce que ça nous mettrait de moins mauvaise humeur. On va agir sur les neurotransmetteurs, sur les neurohormones. Voilà, donc il n'y a plus aucune... Vous pensez que ça va évoluer, que ça va changer? Alors, ou il faudra je encore vous du temps informe qu'en juillet 2022, ceux qui avaient fait la fameuse étude américaine qu'on appelle la WHI viennent en juillet 2022 de dire et de recommander, cette même société vient de recommander l'utilisation du traitement hormonal de la ménopause à l'européenne et surtout à la française, parce que nous, les Français... C'est des hormones naturelles. Sont des hormones naturelles, ce sont des hormones par voie transcutanée et naturelle, pour améliorer la qualité de vie de la femme, pour lutter contre les douleurs articulaires, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires. Et en plus, il signale sans limite de durée. Oui, ça c'est important aussi. Alors il y a quelque chose que j'aimerais dire, ne plus vouloir entendre, c'est le mot post-ménopause. Je pense que Brigitte, vous savez ce que veut dire la post-ménopause? Pas forcément, non. C'est la mort. Ah oui, d'accord, oui. Non mais, c'est la ménopause, ce que je veux dire, ça dure, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas, ça dure jusqu'à la fin. Oui, mais c'est ignoré. Et il n'y a pas d'enseignement là-dessus. Il y a le mot pause en ménopause, donc on se doute bien qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui s'arrête, et puis voilà. Oui, mais beaucoup de femmes pensent que la ménopause, comme nos sociétés savantes pensaient que on donnait des traitements pendant 3-4 ans, et puis après on s'occupe plus de la femme. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le moment où il y a les bouffées de chaleur, et puis après c'est fini. Quoi. Voilà, non. Non, c'est un changement d'état, voilà, et voilà, et vous messieurs, vous pouvez avoir de l'andropause. Enfin, on appelle ça le DALA. 50% des hommes ont une andropause à 70 ans. 50. On a cette chance d'avoir encore de la testostérone, vous le savez. Bon, j'en sais certaines choses. En tout cas, on en apprend aussi dans ce livre, Ménopause, tout peut changer. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci en tout cas d'être passé par chez nous. Comme on parle vrai, il était normal qu'on vous invite. Michel Mouly, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on va tester la libido de notre dernier auditeur qui s'appelle Tom et qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous allons maintenant tester la libido de Tom. Bonjour Tom. Bonsoir Brigitte.
Alors, je vous pose plusieurs questions. Il y en a 10. Vous me répondez par A, B ou C. Et puis, à la fin, je pourrai vous donner l'état de votre libido. Voilà. Et Arthur, vous pouvez réagir, bien sûr, tout au long de ce test, hein, si ça vous amuse. Au contraire, vous êtes là avec nous. Bonjour, donc, Tom. Et on commence par la première question. Votre aventure la plus courte, ça a été petit A, une demi-heure, petit B, quelques semaines, C, des années. A. C'est A la réponse ou c'est A, je ne sais pas. C'est A. C'est A, une demi-heure, d'accord. Une demi-heure, oui. Deuxièmement, quel est votre lieu préféré pour vos ébats? Petit A, la plage, une nuit de pleine lune. Petit B, sous la couette. C'est qu'importe, pourvu que ce soit avec la bonne partenaire. Je dirais pour la C, je voterai pour le C. Vous votez pour le C. D'accord. D'après vous, qu'est-ce que les femmes attendent? Petit A, le petit cadeau. Petit B, une déclaration d'amour. Petit C, que l'homme assure. Ah bah, C. C? Oui, bah ça, je suis pas si sûr, moi. Quatrième question. D'après... Non, mais c'est mon côté fleur bleue. Un fleur bleue, vous auriez été sur la déclaration d'amour, peut-être. Ah bah oui, là, franchement, Tom, je... Wow. Non, vous êtes... Bon, bref, vous avez une bonne libido. D'après vous, qu'est-ce que les hommes attendent? Petit A, des compliments. Petit B, une fellation. Petit C, que la femme jouisse. C. Petit C, d'accord. Cinquième question, vous faites l'amour plutôt dans le silence. Petit B, dans la lumière. Petit C, dans la chaleur. C plutôt, oui. Bah oui, non mais affirmez-vous, Tom, hein, c'est vous qui répondez. Moi ça m'est égal. Sixième question, pardon. Vous avez surtout besoin de faire l'amour parce que, petit A, ça renforce les sentiments. Petit B, ça vous calme. C, ce n'est pas un besoin pour vous. A. Bon, septième question. Quel fantasme ne pourriez-vous pas réaliser? Petit A, le sadomasochisme. Petit B, l'échangisme. Petit C, tourner un film porno. A. Ça ne m'étonne pas. 8. Quel est le mot qui correspond le mieux à votre libido? Petit A, la fête des sens. Petit B, un besoin irrépressible. Petit C, un courant d'amour. B. Ah non, il faut choisir. B ou C? B. 9. Enfant, comment imaginiez-vous qu'on faisait des bébés? Petit A, dans les choux. B, grâce aux zizi de papa. Petit C, en s'embrassant. C'était pas si précoce que ça. Je sais pas vraiment pas. Non, mais dites-moi ce qui vous passe par la tête, c'est pas grave. A, dans les choux. Et 10, comme aphrodisiaque, vous choisissez petit A, un jouet intime, petit B, une bougie de massage, petit C, une paire de menottes. B, une bougie de massage. D'accord. Alors, je vais faire le calcul, hein, et puis on va arriver à un total. 5 et 3, 8. 8 et 5, ça fait 12. 13, pardon. 13 et 4, 17. 17 et 10, 27. 27 et 3, 30. 35. 35. 38. Alors, vous avez de 26 à 38. Votre libido, Tom, circule bien. Vous savez aussi bien donner que recevoir du plaisir. Vous êtes sans nul doute un bon partenaire et toujours vigilant pour s'améliorer. Donc, bravo. Vous avez presque réussi à avoir 39 et là, ce serait une libido qui vous entraînerait parfois un peu trop loin et qui confondrait sexualité et sexe, besoin et envie. Donc un tout petit peu de vigilance quand même, Tom. Hein. Vous avez parfois tendance à penser que ce que vous désirez, c'est forcément ce que désirait l'autre. Mais a priori, votre libido circule très bien. Voilà ce qu'on peut dire de votre libido, Tom. Voilà. C'est bien.
Hein? On n'arrête pas le progrès. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Bon, eh ben, c'est un test intéressant, hein, Arthur Vernon. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça permet de mettre en perspective un certain nombre d'aspects de la sexualité. Voilà. Bon, en tout cas, ce test, si vous aussi, vous avez envie de le faire en couple, vous pouvez le retrouver sur le site sudradio.fr, sur nos réseaux sociaux. Ça vous permettra peut-être de communiquer ensemble, justement, sur votre libido. On a complètement oublié de donner notre montre Ice Watch. Je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Aude, oui, était intéressante, très bien, hein, oui. qui nous racontait ce jeune homme avec qui elle a réussi à avoir des relations sensuelles et sexuelles. C'était un très beau périple, effectivement. Vous êtes d'accord? Eh ben voilà. Tout à fait. Bon, donc Aude, si vous nous écoutez encore, sinon on vous retrouvera et on vous l'enverra, cette montre Ice Watch, Ice Solar Power. Elle se recharge à l'énergie solaire. Et donc, c'est le moment aussi de vous rappeler qu'on change d'heure samedi. Voilà. Et tout doucement, les nuits se rallongent. De quoi vivre nos nombreux fantasmes, parce qu'après tout, c'est pas mal. Hein. Ça fait 1 heure de fantasme en plus. Et vous savez quelle est la nuit la plus longue? La nuit la plus longue, oui. Le 21 décembre. 22 décembre, journée de l'orgasme, évidemment, puisque c'est la nuit la plus longue de l'année. Mais on en est encore loin, on a encore un petit peu... Et puis après, heureusement, les jours rallongent, parce que franchement, c'est pas drôle quand il fait nuit comme ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Merci en tout cas, Arthur Vernon, d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Et je rappelle que vous pouvez aller au bar à Fantasme parisien si vous voulez développer votre imaginaire. Ça s'appelle le Suite Paradise. Ça se trouve dans le 2e. Et puis, vous pouvez également retrouver ce site mysuitefantasy.com. Ce site que vous avez donc créé avec Flore Chéri, qu'on retrouve évidemment tous les lundis dans l'émission. Et tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Quant à moi, la semaine prochaine, je vous propose quelques florilèges des belles émissions que nous faisons ensemble. J'en profiterai pour un petit peu me reposer, mais j'en profite surtout pour vous dire que je suis heureuse de faire cette émission avec vous tous les jours et je vous remercie d'être si nombreux à participer, à écouter, certes, mais aussi à prendre la parole. C'est pas si simple de parler de son intime, et donc je vous en remercie. J'en profite pour tous vous embrasser très très fort.